Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 83e webinaire du Forum Pamela Award de l'ICFJ sur le reportage des crises mondiales. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum, et je suis avec Madame Faten Ayed, journaliste algérienne, journaliste multiprimée, consultante et formatrice, pour discuter de la façon dont les journalistes peuvent mieux informer, mieux traiter et mieux couvrir les questions de migration. Bonjour Madame Ayed. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Très Comment vous contente. allez? Ça va bien. Vous êtes web journaliste hybride, vous vous orientez vers la transformation numérique des médias tout en poursuivant vos recherches et formations. Vous vous intéressez à des sujets variés tels que les conflits armés dans le Sahel, la radicalisation, les enfants soldats, la guerre au Mali, les migrations et les réfugiés. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, Kossi. Les migrations dont on pensait qu'elles n'étaient que l'affaire d'un continent affectent désormais tous les pays du monde. Le nombre de migrants internationaux a augmenté ces 50 dernières années. Les migrations sont classées parmi les grands enjeux du XXIe siècle et considérées comme une menace majeure. Elles sont d'ailleurs devenues un thème récurrent dans les discours des politiciens et fait l'objet de polémiques et de débats controversés. Selon l'Organisation internationale sur les migrations, on estime à 281 millions le nombre de migrants internationaux dans le monde en 2020, soit environ 3,6% de la population mondiale. Un chiffre qui révèle l'ampleur du phénomène. À l'heure actuelle, le sujet fait encore la une des médias avec la guerre en Ukraine qui provoque un afflux de migrants vers l'Europe. Mais il n'y a pas que les migrants qui fuient leur pays d'origine à cause des conflits armés ou à cause de l'insécurité alimentaire. Il y a à côté des migrants économiques, des migrants clandestins, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Il y a aussi depuis quelque temps une autre catégorie de migrants, les migrants environnementaux, dont on ne parle pas souvent, mais qui sont les victimes du changement climatique. Le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Tunisie, Lorena Lando, estime que la migration est beaucoup plus complexe que ne le suggèrent des images choquantes de migrants encaissés dans des navires surpeuplés et insoutenables, et qu'il s'agit, selon lui, d'un phénomène difficile à documenter pour les journalistes. C'est un sujet clivant et polarisant qui nécessite des compétents pour sa couverture. Où acquérir ces compétences, comment les obtenir, comment s'assurer de bien couvrir les questions liées à la migration, comment informer correctement sur le sujet, comment poser les bonnes questions, quels sont les thèmes qui englobent la migration, comment réaliser un bon reportage, un reportage de qualité, comment s'organiser pour le faire. Ce webinaire fera progresser votre compréhension de la manière de couvrir les questions migratoires. C'est un webinaire interactif comme nous l'avons l'habitude de l'organiser. Vous pouvez intervenir et poser vos questions à notre panéliste. Madame Ayed, ma première question, c'est de savoir quel regard portez-vous sur la couverture médiatique des migrations? Je reste très pessimiste parce que la couverture reste moyenne, dans certains pays quasi inexistante. Et malheureusement, on parle plus de manque de qualité. Donc, dans la manière dont on traite des migrations, il reste donc une sorte d'absence d'information. On n'a pas les bonnes informations, on n'a pas accès à l'information quand il s'agit de chiffres, quand il s'agit de la situation, de l'accès aux migrants. Alors, pour un journaliste, s'il doit couvrir les questions migratoires, il doit avoir accès librement à toutes ces informations. D'où souvent notre travail qui est difficile et on n'a pas les bonnes, donc on n'a pas le bon matériel pour pouvoir analyser, rapporter cette information et surtout la vérifier. Comment obtenir ces informations lorsqu'on est confronté à des difficultés d'accès? Alors, c'est simplement... Oui, Kossi. Comment vous faites en fait? Alors, c'est Dans un simple. contexte. D'abord, il faut s'organiser avec les ONG, les premières personnes qui s'occupent des migrants. Le corps médical,
les associations, donc les ONG, les avocats qui plaident parfois pour les migrants, donc dans les deux pays, par exemple Algérie-Niger, pour ne citer que cela. Ensuite, il faut s'informer auprès de ce qu'on appelle un référent. Il faut essayer d'avoir une personne dans chaque organisation qui pourrait remonter au-delà du communiqué de presse et au-delà du rapport annuel des ONG, avoir des personnes, des leaders dans ce genre d'organisation pour qu'on puisse être au courant immédiatement de ce qui se passe au niveau des migrants dans le pays d'accueil ou de transit. C'est un peu ma stratégie. Et comment est née votre passion, en fait? Comment est venue cette passion que vous avez pour les questions de migration? Peut-être beaucoup parce que je n'aime pas l'injustice et que je suis une personne, une Algérienne, une Africaine, soucieuse de son prochain. Je suis panafricaniste, donc forcément, je suis nourrie de toutes ces valeurs africaines. Pour moi, l'Afrique est réellement un continent et non pas un pays. Quand il s'agit de partage et de valeurs, mais quand il s'agit de traiter des migrants, bien sûr, chaque État est indépendant et on doit se plier aux exigences, mais aussi leur ouvrir les yeux sur certains méfaits. Au-delà de ce côté panafricaniste, dites-nous, pourquoi les migrations sont un sujet important pour les journalistes? Alors, d'abord, il faut savoir, comme vous l'avez dit au début, que c'est un véritable phénomène, même si je mets toujours entre parenthèses le mot phénomène. Il n'y a pas de phénomène quand il y a une mobilité des humains sur notre planète. On a tous le droit de vouloir avoir une meilleure vie, un meilleur statut, un meilleur salaire, une meilleure éducation et une couverture de santé pour tout le monde. On a le droit de partir de... Voilà. Ensuite, pour un journaliste, c'est très valorisant de travailler sur des sujets de fond qui vont lui permettre de toucher au reportage, à l'enquête, à de l'investigation, à des universitaires, à interpeller des politiques, des ONG, des associations, à planter les graines du civisme aussi dans les pays où il y a eu des violences, des heurts très importants par rapport aux migrants, de sensibiliser le religieux aussi, qui est souvent qui suit le politique dans des pays où c'est très difficile de parler de ces questions. C'est aussi une autre chose, c'est aussi que voilà, il y a des associations dans nos pays qui aujourd'hui sensibilisent sur la question. À l'université également. C'est-à-dire que le travail du journaliste, il peut être sur plusieurs secteurs. D'où la valorisation de son travail. Vous avez été rédactrice en chef, Madame Ayed. Comment convaincre sa rédaction? Comment convaincre son rédacteur en chef de réaliser un reportage sur les migrations? Alors, très bonne question, parce que c'est là où se joue tout le talent du journaliste, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, j'ai été donc journaliste, ensuite j'ai été rédactrice en chef par intérim. Donc, j'avais des chefs qui partaient en vacances et je prenais leur place. Et là, je pouvais parler des sujets qui me plaisaient le plus. Bien sûr, il faut suivre l'actualité aussi. Ensuite, il faut essayer de créer des sujets, surtout dans les périodes où il y a peu de sujets qui traitent des migrations. Selon les saisons, parfois l'actualité baisse et c'est là qu'on doit créer du contenu pour les journalistes. C'est très important de pouvoir rapporter cette information en l'éditant. Par exemple, pourquoi ne pas parler des femmes migrantes? Que font-elles? Quel est l'impact de cette économie du féminin dans la migration? Pourquoi on n'en parle pas? Ben, c'est un très bon sujet, même c'est un sujet magazine qui peut être un sujet magazine. Dans certains pays, les médias, il faut qu'ils fassent attention sur la manière dont ils traitent montrer des enfants ou des photos. Bon, ça concerne tout le monde, mais il faut être encore plus prudent avec certains États, autorités, lois et les médias selon leur ligne éditoriale et déontologie, bien sûr. Mais en gros, on peut même en faire c'est-à-dire utiliser ces articles dans la partie magazine. On peut créer du contenu et rendre des choses positives tout en parlant d'une situation délicate. Pour vous, durant
toutes ces années, vous avez couvert la question. Est-ce que vous avez particulièrement été frappé par, été impressionné par en fait un article sur la migration? Sincèrement, j'ai été plus frappée par la méchanceté, l'ignorance, les manquements aux droits humains, le fait d'avoir bafoué la déontologie journalistique sur certains titres qui font, jusqu'à présent, j'ai toujours cette même rage qu'il y a 10 ans. Non pas parce que j'avais conscience de la migration ou qu'il fallait traiter ce genre de sujet, mais en tant qu'être humain, citoyenne, comment peut-on avoir des unes de telle sorte? Donc, mon choc et mon émotion étaient plus sur ce genre de une raciste, pour le reconnaître. Dites-moi, que doit savoir un journaliste qui veut s'aventurer dans la couverture de cette thématique? En fait, quelles sont les notions basiques qu'il faut avoir selon vous, Madame Ayed? Avant toute chose, on est des journalistes, donc on n'est pas des super-héros. Alors, il faut d'abord partir du principe qu'on est là pour apporter de l'information, c'est-à-dire utiliser ses ressources, faire un plan, c'est très important. Le reportage ou l'investigation dans le domaine des migrants, c'est la même chose que dans les autres domaines, sauf qu'il faut avoir accès, comme je l'ai dit, à des sources officielles. Il faut ne pas cesser de les interpeller pour... C'est vrai qu'au début, c'est un peu énervant parce qu'on n'a pas de réponse et ça peut être très énervant pour eux aussi, mais il faut laisser du temps. 15 jours et on renvoie encore un email, on téléphone encore, on essaie d'obtenir sans être invasif et sans être dans l'agressivité, mais essayer juste d'obtenir une déclaration d'un officiel. Le fait d'obtenir une déclaration d'un officiel, ça veut dire que là, on est en train de donner une autre dimension à son article. Avant de commencer un reportage, on commence par des papiers, par des articles pour voir la tendance au niveau de la réaction des officiels, du lectorat. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, on doit rassembler toutes les ONG, les associations, toute cette société civile qui travaille sur les questions migratoires dans nos pays et les pays voisins, ensuite sur un plan plus régional et même mondial, pour obtenir les chiffres, les sources, les interlocuteurs, faire sa liste. Ensuite, tout dépend du sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on va parler de l'économie, de l'impact des femmes migrantes dans l'économie d'un pays et dans le pays d'origine, on va aller voir plus les gens qui sont concernés par les lois, par l'économie. Et il faut savoir que dans toutes les universités dans le monde, le département migration existe. Il y a des chercheurs africains, ce qui est génial, donc ça facilite l'échange. Et bien sûr occidentaux. Il y a aussi les ONG et les associations qui sont très ouvertes pour donner cette information. Voilà. Euh, Vous mentionnez des ONG, des associations. Est-ce qu'il y a certaines d'entre elles que vous pourriez peut-être recommander à des journalistes? Ben, il faut commencer par les plus influentes. Donc, déjà, commencer par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Alors, pourquoi réfugiés? Parce qu'il n'y a pas d'organisme. Dans le HCR, quand le flux des migrations commençait à déteindre sur les réfugiés, il a fallu créer des sections justement pour pouvoir euh, changer de discours, développer le discours et intégrer les migrants dans leur programme d'aide. Voilà, donc le HCR, ils ont des sections. L'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrants, c'est la plus connue. Le PNUD, le Médecins du Monde, Amnesty International. Ils sont tous, et évidemment, il y a beaucoup d'associations italiennes de sauvetage qui diffusent en live les sauvetages. C'est très important en mer Méditerranée. C'est très important d'être en contact avec ces gens-là. Il y a évidemment sur les réseaux sociaux des journalistes qu'il faut suivre. Des trackers aussi, c'est très intéressant d'observer qu'il y a aussi des trackers de migration pour voir, par exemple, comme ce qui s'est produit malheureusement il y a quelques années en Libye, avec tous les drames. Donc, il y avait des trackers, il y avait des veilleurs concernant la question des migrants. Comment s'organiser en fait pour enquêter sur la situation des migrants? Est-ce qu'il y a des astuces que vous voulez partager avec des confrères?
Vous avez tout de suite mentionné le cas, la situation en Libye, où, comme vous le dites, on a eu un reportage réalisé par un journaliste de CNN à l'époque qui a fait vraiment un énorme, qui a provoqué un énorme tollé. Mais souvent, on a aussi l'impression que c'est lorsqu'on partage des images choquantes, lorsqu'on apprend qu'un navire de migrants a chaviré, tous les médias se saisissent de l'information et après l'effervescence, elle disparaît. Oui, eh ben, c'est justement le moment de faire le contre ce que font tous les médias. C'est de profiter de ce moment précis, parce qu'en fait, le reportage de CNN a démontré une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains journalistes libyens et activistes n'ont pas parlé des migrants, bien sûr que si. La journaliste qui a fait un bon travail nous a ridiculisés en disant, ah ben nous, ben voilà, CNN débarque, c'est un sujet d'actu, mais pourquoi personne n'en parle? Mais si, ça fait des années et des décennies, plusieurs décennies que des ONG, que des migrants, que des militants essayent, de citoyens essayent de sensibiliser, c'est ça. Mais c'est pas grave, on va profiter de cette couverture pour pouvoir décupler les sujets, d'en faire pratiquement tous les jours, de communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux des médias, c'est très important. Parce que quand on fait un reportage, il faut le décliner sur des formats, autres formats, des infographies, pourquoi pas des émissions courtes, du live avec des gens qui ont été en reportage avec les migrants. Ils ont traversé, ceux qui étaient dans les camps, ceux qui sont sortis, parler à tout le monde en fait, c'est très important. En fait, donc Hum, pour revenir à la hum, préparation, voilà, pour revenir à la préparation. Alors, il est très important de penser à sa sécurité. À sa sécurité, d'abord, mentale, parce que nous avons affaire à des personnes qui se déplacent dans des conditions violentes. Il faut se dire que ces gens-là, ils ne sont pas là pour prendre le job d'une autre personne, le travail d'une autre personne. Ils sont là démunis, ils n'ont rien toute la journée. Peut-être qu'ils travaillent deux fois par semaine s'ils arrivent à travailler. Ils dépendent de d'autres personnes pour se nourrir. C'est très compliqué car même dans les camps de migrants ou même dans les quartiers où sont concentrés des migrants, il y a des personnes qui en profitent. On profite toujours de la situation, peut-être parfois de la même nationalité, qui profitent de la situation pour pouvoir obtenir de l'argent et autre chose. Donc, il faut toujours avoir quelqu'un, toujours essayer de... On ne peut pas aller se déplacer qu'aussi, si vous voulez, on ne peut pas se déplacer dans un camp ou aller voir un migrant comme on irait voir une association. Non. Il faut avoir quelqu'un, il faut parler à une seule personne, avoir un intermédiaire justement de ces ONG. Il faut qu'ils nous mettent en contact pour qu'ils puissent se présenter et aller les voir là où ils sont quand on veut faire un reportage et de l'investigation. Nous avons déjà quelques questions qui nous viennent des participants qui nous suivent. Une question qui vient d'être posée sur la page Facebook, dans les commentaires, je la lis assez rapidement. La question, elle dit ceci: couvrir la migration. Est-ce qu'il existe des problèmes sur le terrain lorsqu'on veut couvrir la migration? Est-ce qu'on peut me répéter la question? La question, c'est, je la lis, couvrir la migration. Existe-t-il des problèmes sur le terrain? C'est de savoir, en fait, est-ce qu'il y a des problèmes sur le terrain lorsqu'on part, en fait, pour réaliser un reportage sur les questions de migration? Est-ce qu'il y a des problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain? On rencontre que des problèmes. On On rencontre que rencontre des problèmes. que des problèmes. Pour être précise, faut pas, ce n'est pas la thématique de rêve, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas une thématique waouh. C'est une thématique qui va nous faire suer. On va se salir le pantalon. On va se salir et suer et vraiment souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a affaire aux autorités. Parce qu'on aura affaire à des migrants, comme je le disais, dans l'extrême pauvreté. Alors, c'est pour ça que je disais que la préparation même de soi est très importante. Il faut aller prenant soin de certains codes dans sa manière de parler, d'interpeller, de regarder même. On ne regarde, quand on rentre dans une pièce, si on nous invite, si on nous donne à boire ou à manger, on ne regarde pas ce qu'il y a autour de manière insistante ou méprisable. C'est très important. Donc là, on a affaire à des migrants, donc il faut faire attention à comment on leur parle.
Il faut avoir toujours son ordre de mission, enfin, tout, faire très attention à son matériel, qu'il soit prêt. Mais surtout, c'est toujours, moi, mon problème, ça a toujours été l'ordre de mission. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je l'oublie. Ben oui, parce qu'un journaliste, parfois, se prend pour un Avenger, un Superman, et il veut résoudre tous les problèmes. Donc là, c'est très compliqué. Il faut vraiment être, par exemple, quand j'ai appris avec les formations, voilà, il faut prévenir un minimum son rédacteur en chef. Il faut prévenir les personnes ressources ou les personnes référentes avec lesquelles nous communiquons avec les associations. Je pars tel jour, est-ce que vous pouvez venir avec moi? Au moins, ils sont au courant. On essaye de créer avec des chercheurs, des associations. On fait un mail groupé, tel journaliste part, c'est pour sa propre sécurité, part sur le terrain, sans donner les détails du reportage et de l'investigation. Juste les Hmm. grandes lignes. Voilà. Parce que c'est très important, d'abord, qu'on se protège soi, de protéger le migrant, qu'on ne puisse pas lui créer des problèmes avec les autorités, qu'on ne puisse pas aussi lui dire « Ah tiens, je vais te prendre en photo ici en plein centre-ville ». C'est un concept, c'est bien pour illustrer, mais il faut faire attention toujours aux autorisations. Avoir dans sa poche voilà, le numéro d'un avocat quand c'est nécessaire, au cas où on est embarqué, on se fait embarquer. Ça m'intéresse beaucoup cet aspect de préparation, de s'organiser avant d'aller sur le terrain. Est-ce que il faut aussi se préparer psychologiquement, c'est-à-dire savoir comment parler à ces personnes qui ont traversé des traumatismes et des épreuves, comment leur poser des questions? C'est là vraiment le point le plus important du sujet, c'est comment s'adresser à ces personnes, comment descendre de plusieurs niveaux en tant que journaliste pour se rapprocher de ces individus qui ont quitté leur pays, qui ont fait face à des routes pleines de violence, parce que ce sont évidemment les routes de la drogue, de l'armement, du terrorisme, de tout ce qu'on peut imaginer et de la nature. Donc, certains meurent avant d'arriver au pays, au pays donc, de transit ou d'accueil. Et je ne parle même pas de cette violence physique. Alors, la violence physique, parce qu'on ne le sait pas, mais elle revient quand on commence à obtenir des témoignages, des histoires. Alors, c'est très bien parce qu'hier, j'avais vu un sujet que vous avez posté sur le storytelling et tout ça. Pour être vrai, je ne l'ai pas encore lu, mais je voulais juste relier les deux points. Alors, on n'est pas là pour raconter des histoires de drame. On sait que c'est le drame absolu. Il faut faire attention pour qu'on puisse pas, pour que le sujet ne nous atteigne pas énormément, même s'il nous atteint de toute façon. Les histoires sont trop violentes, trop choquantes, surtout en ce qui concerne les femmes. Moi, je toujours suggérer aux femmes de parler aux femmes. Les hommes, il faut vous déplacer avec une femme. Pourquoi? Parce qu'elles sont au cœur de ce déplacement. Elles se déplacent généralement en famille, en groupe. Elles ont une mémoire des mouvements, de la violence, des chocs, de la pierre, des corps qu'elles ont vus. C'est atroce. Et en même temps, elles arrivent à formuler cette douleur. Alors, c'est bien pour nous, journalistes, parce que ça nous aide à nous imprégner pour remonter toute cette information. Mais raconter tout ça, moi, je ne préfère pas. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un lectorat qui n'est pas sensible à ce genre de drame. Et ça va jouer le sens contraire de l'émotion qu'on voudrait. Voilà, je suis tout émotif. Là, maintenant, je suis tout émotif. Pardon. Voilà, voilà, c'est compliqué et il faut faire attention à ça. C'est vraiment essentiel de savoir parler aux migrants. Une journaliste, vous parlez des femmes, une femme journaliste basée en Côte d'Ivoire vient de poser une question. Elle travaille actuellement sur le sujet de la migration, mais de la migration féminine. Et la question, c'est apport ou précarité économique. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner? Ou Alors, peut-être... moi, je trouve que vraiment, les migrantes font preuve d'une force incroyable. Se reconstruire dans des pays où souvent donc la langue est différente, essayer de gagner des sous à travers des petits métiers, je trouve qu'il faut valoriser tout ça.
Donc, elles le font, hein, elles le font. Moi, je vois que dans plusieurs, par exemple, bains morts ici en Algérie, alors que c'est interdit, ils engagent des femmes. Je vois qu'elles font de l'artisanat, du stylisme. Si vous lui posez la question, elle vous dira qu'elle est ingénieure ou elle était cuisinière, ou vu que bon, la cuisine ivoirienne, par exemple, ne plaît pas trop aux Algériens, c'est pas grave, elle s'est mise à faire de la couture. Et c'est ça, en fait. Il faut valoriser ce petit, parce que c'est ce travail qui fait nourrir des familles. C'est ce travail qui va faire que les enfants auront accès à une éducation, à la santé. Je ne dénigrerai jamais un migrant. C'est sûr qu'il travaille, qu'il cherche, mais les femmes, on n'en parle pas, quasiment pas. Et il n'y a pas peu de sujets, mais c'est presque inexistant, les sujets sur les femmes migrantes. Et ce n'est pas, il ne faut pas que ce soit un tabou. Il faut démystifier les femmes dans les médias. On doit en parler sur le plan de la santé, comme j'ai dit tout à l'heure sur des sujets magazines. On peut rendre ça, voilà, sur le plan sociétal, sur le plan donc culturel, cet échange. Voilà, parce que généralement, par exemple, à l'approche de Noël, dans des pays musulmans, on ne fête pas Noël. Alors, qu'est-ce que font certaines organisations? Elles organisent le marché de Noël où ces migrantes, justement, sont mises à l'honneur. Ici en Algérie, je vois qu'il y a eu des défilés de mode, c'est intéressant. C'est pas assez, mais c'est bien pour faire connaître les cultures des uns et des autres. Madame Ayed, nous avons tellement de questions qui nous viennent des participants qui témoignent l'intérêt du sujet. Je laisse les Ah, miennes et je lis quelques-unes. d'accord. Quelles sont les meilleures approches recommandées pour protéger les sources et d'autres éléments sensibles du récit quand on traite un sujet de migration? Alors, d'abord, tout dépend le pays dans lequel on est. Il faut connaître les autorités, connaître leur esprit, anticiper sur leur réaction. Par exemple, pour vous donner un exemple sur l'Algérie, c'est là où je travaille, je comprends comment fonctionne la présidence, les autorités, leur communiqué, je peux même le deviner bien même avant qu'ils ne sortent. Je sais ce qu'ils vont dire. Et je sais que, par exemple, la diplomatie aussi algérienne va répondre d'une autre manière, d'une autre façon. Je sais aussi que certains médias qui sont à la solde des autorités vont répondre à mon reportage qui est sorti hier. Alors, première des choses, il ne faut jamais, selon moi, il ne faut jamais, et c'est pour ça que je disais écrire un reportage ou une enquête pendant une actualité. Il faut utiliser l'actualité pour nourrir son reportage. Ainsi, protéger ses sources. Évidemment, on ne communique pas par téléphone. Pourquoi? Parce qu'on on peut juste se rappeler le guide de protection on a eu même ici, même il y a quelques mois, sur la protection des sources. Alors, protection des sources, ça va du migrant même si c'est une autorité algérienne, essayez vraiment, même si c'est une autorité, je veux dire, de votre pays, essayez vraiment de garder une distance, d'aller plus aller voir ces gens-là que de, voilà, et laissez vraiment en dernier les autorités. Les demandes, les autorisations, les chiffres, les rapports, vous laissez ça en dernier. Pourquoi? Parce que si vous dites allô, bonjour, j'enquête sur les migrants et je voudrais votre rapport, s'il vous plaît. Vous appelez tout, bah, c'est bon, ils vont vous mettre sous surveillance, ils ont raison. Vous êtes déclaré, je suis en train d'enquêter sur les migrants. Il faut laisser les autorités en dernier et se concentrer sur le témoignage, sur les éléments de reportage. Alors, sur tout l'aspect reportage et enquête ou article, même un simple article. D'accord? Ensuite, pour équilibrer les choses, pour apporter donc les dires, les propos des autorités qui sont les décideurs. Donc, c'est là où on les laisse. C'est bon, là, on a eu leur déclaration. Et on peut même les interpeller. Ah, tiens, tel chercheur a déclaré telle chose, tel chiffre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, ça va créer. Ah bon, ben, j'étais pas au courant. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on pourrait avoir des réactions à chaud et l'exclusivité sur certains trucs. Par hasard, on a appris une fois, j'étais dans un forum et j'ai interpellé un diplomate algérien. Et il me dit, je lui dis, voilà le dernier chiffre, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, bah justement, on a une commission qui se réunit depuis 14 fois. Pourquoi on n'est pas au courant? Sur les enfants apatrides. Comment ça se fait que moi, j'écris des articles en Algérie sur la difficulté de parler des enfants apatrides et qu'il y a une commission au sein de la diplomatie qui fait des réunions multidisciplinaires et on n'est pas au courant. C'est pas normal.
depuis peut-être 2, 3 ans. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat. Mais ils se sont réunis, ça veut dire qu'ils ont été interpellés. Et l'objectif de ces reportages, le fait de rester dans le reportage, dans les articles, ne pas faire, bien sûr, un article tous les 6 mois, hein, non, mais rester comme ça à chaque fois sur ces réseaux sociaux, partager des choses sur les migrants et ensuite rappeler voilà, qu'on travaille, on est dedans, on travaille toujours là-dessus. On a une vie à côté, je sais. Hein. Il paraît qu'on a une vie à côté, je sais. Mais ça va les aider à mieux réfléchir. Et il y a une autre voie, mais je préfère écouter encore quelques questions, puis revenir sur une autre astuce qui va vous faire gagner du temps. D'accord. Une autre question. J'aimerais savoir si l'impact du sujet lié à la migration ne dépend pas de l'influence de la chaîne ou du journaliste qui traite l'information. Cette question, je ne l'ai pas comprise. La question, c'est de savoir si, par exemple, on a cité en exemple le cas de la journaliste de CNN dont le reportage a eu un écho et un grand impact. Et là, il demande si l'impact en fait du sujet lié à la migration ne dépend pas de la chaîne qui traite l'information ou de la notoriété du journaliste. Un journaliste peut-être très connu qui traite de la question et un journaliste qu'on ne connaît pas, un journaliste, voilà un peu le... Oui, oui. Oui et non, bien sûr. Oui et non. Pourquoi? Parce que quand on est influent, quand on a de l'influence, ça joue en notre faveur, donc en faveur de notre article. Après, tout dépend justement l'angle. Quel angle cette chaîne a utilisé? Et surtout, est-ce que cette chaîne s'est inscrite dans la continuité, traiter ce sujet sur plusieurs programmes, ou est-ce que c'est une fois et puis on n'en parle pas? Là, c'est zéro influence, c'est zéro impact. Il y aura un lien qui sera peut-être partagé, mais réellement, l'impact, il est zéro. Si on ne fait pas des débats, si on ne crée pas des émissions, on rassemble des gens sur les plateaux télévision pour pouvoir les interpeller à chaque fois et leur dire, voilà, les actions qui ont été menées. Oui, c'est vrai qu'il y a eu telle action, mais par la suite, c'est quoi la suite en fait et qu'il n'y a pas de réponse. Je pense que parce que finalement la chaîne, qu'elle soit radio, télévision, n'a pas fait le suivi. Et c'est aux journalistes et aux rédacteurs de faire ce suivi. Rester, c'est une démarche, on s'inscrit, on s'engage, on va s'engager sur le sujet. Ce n'est pas un article de temps en temps. Et permettez-moi de le dire encore une fois, malgré que je ne suis pas d'accord avec cette chose, mais bon, il y a beaucoup de journalistes, pardon pour le terme, qui courent derrière les prix, qui courent derrière les bourses, et c'est vraiment moche ce qui se passe. Ils se battent pour ça. C'est une réalité. Oui, la précarité, on est d'accord et tout, mais quand on s'engage sur certaines choses, il y a des valeurs. Il faut se remettre sur ces valeurs ou passer à autre chose. Une autre question. Non, il y a deux, je lis celle-ci d'abord. Des conseils pour une bonne enquête sur la migration irrégulière, couloir de la mort pour une jeunesse désespérée. Est-ce que des conseils pour une bonne enquête est-ce que vous avez des conseils à donner sur une bonne enquête sur la migration irrégulière? Alors, c'est magnifique. D'abord, on doit s'autocritiquer. On doit sortir donc de tout ce vocabulaire de migration irrégulière. Parler de cette jeunesse qui est dépourvue, qui est misérable. Il faut commencer à détruire, à déconstruire tous les clichés venus de l'Europe, de l'Occident, qui viennent en Afrique. On n'est pas des garde-fous, on n'est pas les gardiens qui empêchent les gens d'aller vers l'Occident. Voilà. Donc nous, en tant que journalistes, on doit bannir des mots comme clandestin, migration clandestine, on doit l'enlever. Donc, il y a un jargon qui est créé pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que je vous disais, attention, contactez les organisations. Elles vous donneront des manuels gratuitement. D'ailleurs, ils sont téléchargeables sur Internet. Il y en a beaucoup, je pourrais les publier. Mais allez-y pour créer le lien. C'est une manière de créer le lien. Et ils vont vous apprendre, peut-être même vous intégrer dans des formations. Essayez de cibler les formations pour arrêter de dire ces mots, d'employer ce jargon, entre parenthèses, et d'aller parler des migrants comme étant des êtres humains, tout simplement, qui tentent leur chance, qui ont des problèmes, qui vivent des difficultés. Ensuite, pour faire un bon reportage, d'abord, il faut respecter les règles du reportage, tout simplement, c'est pas sorcier. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, une
très très bonne préparation, c'est ce qu'on disait, et choisir le moment pour publier son reportage. L'impact, pour rejoindre la consoeur qui parlait d'influence, c'est là où ça peut être influent, comme la sortie donc du reportage de CNN. Là, on peut profiter, surfer, on peut écrire tous les jours sur la migration, ça ne dérangerait personne. Une autre question du journaliste peut dire comment choisir le média adéquat pour faire publier son reportage ou enquête? Alors, ça dépend si on est freelance, si on travaille, si on est indépendant. Ici, il faut aller voir des médias, plutôt toucher des journalistes d'abord qui travaillent sur la question. Choisir des médias peut-être qui pourraient être influents, pour dire, enfin, pour revenir à l'influence, et peut-être trouver au début, travailler avec un binôme. Si le journaliste est ouvert à ça, trouver un binôme pour vendre son sujet. Pourquoi? Parce que là, ça ouvre une porte vers un média. C'est une astuce comme une autre. On trouve un binôme avec lequel on lui propose l'idée, il va proposer ça au head chef. Il y a beaucoup de journalistes qui font appel à des collaborateurs, beaucoup de journaux qui font appel et de médias qui font appel à des collaborateurs. La facilité, c'est d'utiliser les médias web. Les journaux ont tous des sites internet, ils sont tous sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas assez de contenu sur les migrants. Alors, le journal, alors pourquoi? Parce que voilà, parce qu'ils font du copier-coller de l'article print, mais finalement, leur contenu sur le web est vraiment, il n'est pas adéquat. Même sur l'écriture du web journalisme, ils sont souvent à côté de la plaque. Donc là, il faut se former, proposer des articles, faire un planning éditorial et y aller. Une autre question de la journaliste qui prépare un reportage actuellement sur le sujet. À quel moment doit-on parler d'expatriés et de migrants dans un reportage? Est-ce qu'il existe une différence entre ces deux notions? Oui, bien sûr, il existe. C'est une bonne question parce que je voulais répondre tout à l'heure au début à ça. Il faut savoir que aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention aux termes parce que ce sont des termes qui existent par des lois internationales. Donc, parler de migrants, avant de parler d'expats et de migrants, il faut d'abord parler de réfugiés. Donc, les réfugiés, ils ont un statut international parce qu'ils ont fui les guerres, les conflits. Le migrant a fui une situation économique précaire. Il tend à vouloir avoir une meilleure vie économique. Enfin, on peut trouver tous les objectifs d'un migrant. Ensuite, les expats, ça c'est autre chose. En fait, c'est la même chose, mais c'est un autre mot pour désigner des gens qui sont à l'étranger. Mais bizarrement, ici, en Afrique, on utilise le mot migrant. Par exemple, un migrant, s'il envoie de l'argent en RDC, ben, il reste migrant, il n'est pas expat. Peut-être dans son pays, il est considéré comme étant expat, mais dans le jargon international, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut respecter le jargon international pour se faire comprendre, se faire entendre, surtout quand on adresse des emails à des professionnels, des ONG et des universitaires. Il faut bien formuler ces questions quand on pose des questions en direct ou à la télévision ou les interviews. Il faut faire attention à employer les bons termes. Une autre question. Quel est le lien qui existe entre changement climatique et migration? La question est posée par le journaliste Hector dans les commentaires sur la page Facebook. Alors, quel lien entre le changement climatique et la migration? Alors aujourd'hui, avec les changements climatiques, les premiers touchés, ce sont toujours les populations les plus démunies. Ça a créé un nouveau genre de déplacement, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants climatiques ou environnementaux. Bon, on va rester sur climatique parce que c'est le mot qu'on utilise le plus souvent. Alors, ça reste des migrants, donc ils rentrent dans des pays qui subissent les mêmes conditions de vie et qui sont souvent criminalisés parce qu'on ne comprend pas comment ils ont fui. C'est quoi? On a du mal à comprendre comment des catastrophes naturelles, alors que il y a, je pense cette année ou l'année dernière, il y a eu plus de 1900 dans certains pays, ou plus de 2000 catastrophes naturelles qui ont poussé les gens à se déplacer. On parle de déplacement interne et de déplacement régional.
Et toute cette mouvance intermondiale a fait que, voilà, ce sont des millions de personnes qui continuent à affluer vers plusieurs pays. Finalement, ils sont tous migrants, qui veut dire ils cherchent tous un emploi, un toit et la dignité. Une autre question, mais je crois que Madame Ayed a déjà répondu à la question au début de ce webinaire. Je la lis quand même. Oui, oui, bien sûr. L'accès à l'information est souvent difficile. Comment se prendre pour avoir accès et pouvoir obtenir des informations quand on enquête sur la migration? Je réponds très rapidement parce qu'on en a parlé au début, donc Oui. ça peut être, voilà. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépendra de votre préparation, de votre volonté d'écrire sur les migrations, de votre volonté de vouloir vous protéger vous-même et de protéger les gens avec lesquels vous allez parler, donc des migrants, des ONG, des associations, la société civile. Préparer son plan, c'est d'abord commencer par décider quel est l'angle d'attaque. Il faut préparer son sujet, son reportage. Si c'est de l'investigation, il faut suivre les règles de protection des journalistes quand on va faire de l'investigation. Ça, c'est les grandes lignes. Une autre question. Comment aborder les femmes victimes de violences et d'abus pour les amener à raconter leur histoire? Alors, cette question, pourquoi cette question? Franchement, c'est très difficile. Alors, il faut partir toujours avec... de toute façon, on ne peut pas les rencontrer seuls. Et je déconseille fortement de les rencontrer seuls. Généralement, les ONG organisent des sessions où on fait connaissance, que le journaliste soit homme ou femme. Bon, moi, je parle de moi en tant que femme, mais les journalistes hommes peuvent le faire. C'est un très, très bon exercice de pouvoir leur parler. Il y a toujours une psychiatre, une psychologue, des gens de l'ONG qui sont là. Voilà, parce que elle est suivie, elle est automatiquement suivie en thérapie, et c'est très bien, pour pouvoir parler de ces choses-là. Les témoignages sont affligeants. Alors, je ne sais pas comment vous dire, mais franchement, je ne trouve pas mes mots. Parce que toutes ces années, je n'ai écouté que ça. Une consoeur a essayé de faire un livre sur des témoignages de migrantes, ce qu'elles ont subi. Elle a supprimé, je pense, chaque 10 000 signes d'un récit, elle a supprimé 6 000. Parce que la violence était telle, on ne peut pas imaginer les conditions. C'est un sujet franchement extrêmement sensible, mais je reste sur les conseils pratiques. Restons pratiques, laissons l'émotion de côté. Il ne faut pas, par exemple, si une ONG vous dit vous êtes les bienvenus, à condition qu'on ramène un psychiatre et tout, vous ne dites pas non, secret professionnel. Ça n'existe pas. Il faut les laisser parce qu'elle est soutenue, elle est là, elle a besoin d'eux. Il faut qu'elle sente qu'elle est vraiment en sécurité pour pouvoir remonter cette information. Ensuite, il ne faut pas être dans le sensationnalisme et écrire, bien sûr, les histoires des gens, de les mettre à nu de cette façon. Même si on parle de l'autre pays qui est juste en face ou des voisins, il faut interpeller, voilà, inviter les autorités à lire ce genre de témoignages. Oui, vous pouvez vous-même faire un autre format de votre reportage, le diffuser à certaines personnes parce que pour vous c'est important, mais de le diffuser sur nos médias, évitez. Je veux dire tel quel. Pourquoi vous déconseillez aux journalistes d'y aller seuls? D'abord, il faut savoir que... Peut-être que dans la rédaction, je suis le seul qui m'intéresse ou qui est passionné par ce sujet et un sujet qui me tient à cœur et que je veux franchement faire la lumière sur le sujet. Et je suis seul à aller sur le terrain. Comment je fais, madame? Alors, d'abord, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, profiter de son référent. C'est pour ça qu'il faut créer des liens. Moi, j'insiste avec nos amis journalistes, il faut absolument créer des liens forts avec les ONG, les militants, les associations. C'est important.
Vous ne pouvez pas bouger. Vous pouvez bouger seul, mais ce n'est pas intéressant parce que vous allez avoir affaire aux autorités. Vous allez avoir affaire à un migrant qui ne sera pas, voilà, il n'aura pas envie de vous parler, il ne vous connaît pas. Pourquoi je dis qu'il faut avoir affaire aux ONG? Parce qu'elles vont vous introduire, vous présenter. Voilà, il y a Faten aujourd'hui qui est venue te parler. Elle travaille dans un très grand journal. Il pourra avoir de l'impact sur ta situation. Voilà, c'est comme ça qu'on leur parle. Ils comprennent, ils ne sont pas bêtes. Donc, il faut juste leur dire, voilà l'impact. Quand on leur explique l'impact, que ça peut aider, rapporter de l'aide pour vous et tout ça, bien sûr, là, il va vous écouter, il sera amené à vraiment à dire plusieurs choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller seul. Ensuite, il y a la sécurité. Il faut savoir que dans certains pays, il y a des camps pour migrants. On ne peut pas entrer comme ça. C'est organisé. Parfois, c'est organisé par, entre parenthèses, des gens qui veulent profiter de ces migrants, où il y a de temps en temps des patrouilles des ONG qui peuvent passer pour surveiller, pour voir si tout va bien sur le plan de la santé, ou alors ils sont confinés dans des endroits précis, ou alors dans des quartiers. Par exemple, il y a des quartiers de migrants. Là, c'est impossible d'entrer comme ça. Il faut avoir quelqu'un, voilà, faire connaissance avec une personne de l'intérieur pour pouvoir leur parler. Ne pas se déplacer seul. Et la première fois, ne pas se déplacer avec l'appareil photo, les caméras, et on ne sort pas le téléphone. Alors, tous ces petits trucs qui vont changer la vie, essayez juste, avant d'aller vite, aller faire courir, faire un reportage, de faire connaissance avec ces êtres humains. Encore une autre question du journaliste Patial Kouza. Est-ce qu'il y a une méthodologie, un modèle standard à suivre lorsqu'on veut écrire notre enquête sur les migrants après avoir eu toutes les informations, tous les éléments? Alors, moi, je préconise, parce qu'aujourd'hui, la lecture du reportage sur ça dépend aussi le média. Donc, c'est selon. Si on a un média, un journal, qui a un site internet, des réseaux sociaux forts, on profite de fournir une autre version sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le print, il va être lu par une certaine catégorie, il va y avoir des invendus. L'enquête passera inaperçue. Par contre, si on fait une vidéo d'infographie, si on fait des sections de nos, par exemple, des citations de migrants avec une illustration du migrant, on rapporte ça sous forme de vidéos, des Reels, TikTok, je vous assure que ça marche, surtout en ce moment sur Instagram, et qu'on donne cette information, c'est là où tout changera. Pour revenir à la consoeur qui parlait d'influence, c'est là où le journaliste devient un influenceur. Et un influenceur de qualité, parce qu'il a rapporté donc tous les éléments et tous les propos, autorités, ONG, associations, militants, migrants, il équilibre tout. Et là, il offre une autre visibilité à son journal, parce que là, il va sur c'est-à-dire il va sur la promotion digitale de son article. Voilà. Comment un journaliste indépendant peut décrocher une bourse de reportage sur le sujet de la migration, la question de financement? Très important. Alors, il y a évidemment des organismes qui organisent des concours. Il y a des concours pour des prix que je n'encourage pas, mais j'encourage plutôt les bourses parce que dans les bourses et les formations, on ne fait qu'apprendre. Et on fait connaissance avec d'autres personnes qui sont dans le domaine, qui nous encouragent, qui nous suivent, qui essaient toujours de nous envoyer le lien qui fera qu'on va avancer plus vite. Alors, s'il y a parmi vous aussi encore des universitaires, si vous collaborez avec des recherches, faites des recherches avec l'école de journalisme de votre pays, Sciences Po de votre pays, les écoles qui fondent donc l'école sciences sociales, voilà ce que je voulais dire, l'école sociale, histoire. Essayez de créer des binômes pour leur donner des idées de recherche pour pouvoir travailler avec eux. C'est très valorisant. Et ça permet aussi de découvrir qu'il y a des programmes, c'est comme ça d'ailleurs qu'on découvre qu'il y a des programmes pour des journalistes indépendants, pour des consultants indépendants. Aujourd'hui, la majorité des organismes internationaux ont des bourses pour nous, journalistes. Pour être très franc, je n'ai jamais vraiment bénéficié de... D'ailleurs, c'est ça le problème. On n'a pas toujours accès à cette information.
malheureusement. J'ai eu une chance, c'est que voilà, à l'époque, il y avait l'Institut Panos qui est en France. Il a formé beaucoup de journalistes et il existe aujourd'hui Panos Afrique de l'Ouest. Il est basé au Sénégal. Voilà, il est toujours basé au Sénégal. Il y a plusieurs organismes dans plusieurs langues. C'est facile, il suffit de suivre les informations que nous envoie chaque semaine Kossi. Merci pour cette mention, Madame Hayed. Nous avons tellement de questions et j'ai bien peur qu'on ne puisse les terminer dans le timing qui est imparti. Le journaliste Fedi revient à votre question, à quelque chose que vous avez dit. Il dit ceci, créer des liens forts avec les associations et les ONG, jusqu'à quel niveau? Cela ne pourrait-il pas influer sur le travail du journaliste? N'y a-t-il pas de risque d'être mené en bateau, car ces organisations connaissent le terrain mieux que le journaliste et ont parfois des intérêts? Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, elles ont les bons chiffres, elles ont leurs médecins qui sont donc aux petits soins de la majorité des migrants. C'est eux, en fait, pour le moment, ils détiennent l'information, ils ont accès. Mais il faut savoir que durant toutes ces années où on travaille, c'est le journaliste. Alors là, il y a vraiment la vapeur voilà, c'est le journaliste qui devient l'informateur de ces ONG. C'est parce il crée des liens avec les migrants et il devient leur informateur, bizarrement. Il devient consultant avec le temps, quand on travaille fort et quand on est constant. Voilà. Après, on est journaliste, on doit vérifier chaque information, la confronter à d'autres données. Il faut savoir qu'il y a plusieurs ONG, qu'il y a beaucoup de militants. Il faut essayer de créer le lien et de comprendre. Il y a également des universitaires, attention, qui travaillent sur ces questions, donc eux aussi ont accès. Alors, la petite astuce que je voulais donner tout à l'heure, il faut aussi essayer de créer des liens avec les diplomates. Pourquoi les diplomates? Parce qu'ils ont énormément de sources. Ils sont très bien sourcés. Les diplomates de plusieurs pays africains, les diplomates de plusieurs pays étrangers qui vivent donc avec nous et qui ont accès dans certains rapports à ces informations, chose que je ne savais pas. Donc, c'était lors de réception ou de dîner où j'ai découvert ce genre de choses. Elle m'a dit, ah tiens, on a un rapport pour toi, si tu veux le consulter. Bah, forcément, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Et il ne faut pas négliger les institutions de votre État. Les statistiques, il faut les pousser, il faut aller les chercher, il faut frapper des portes, essayer de créer des liens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas être dans l'agressivité, ni l'offensive, mais créer des liens. Voilà, on peut être sympa, voilà, je travaille sur un sujet, est-ce que je pourrais avoir accès à tel? Peut-être pas la première fois, ni la deuxième, ni la 10e, mais on y arrivera. Quelles sont les bonnes questions à poser? C'est une question de Mariam Adja. Quels sont les conseils pour poser? Quelles sont les bonnes questions à poser peut-être lorsqu'on interviewe sur la migration, lorsqu'on enquête, lorsqu'on a en face de soi un migrant? Quelles sont les bonnes questions à poser? D'accord. Alors, je vais dire plus les questions qu'il ne faut pas poser. Alors, il ne faut pas dire pourquoi vous êtes ici. On est d'accord. Il ne faut pas poser cette question. Par contre, commencez par une discussion. Discutez comme si vous êtes... Je sais qu'on est des journalistes et qu'on doit mettre une certaine barrière, mais on peut être aussi professionnel, mais discutez, essayez de comprendre, laissez-le vous raconter votre histoire. Plaignez-vous. Moi, il m'arrive de dire, mais moi, je subis mais le trajet pour aller de tel endroit, juste pour converser. Mais c'est dur. Comment tu fais pour te déplacer? Et c'est là où il va vous raconter son quotidien. Et les questions vont suivre. Alors, les questions vont venir à travers justement le quotidien, ce récit du quotidien qu'il va vous raconter. Il va se rappeler de quelque chose. Ah, telle personne, je pourrais vous la présenter. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Elle a subi ça et ça. Donc, ça me fait un autre témoignage. Et là, on discute pareillement. Donc, les questions, il faut juste réfléchir à poser des questions comme si on posait à des questions à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait où il est. On a tendance, moi j'ai vu des gens qui posaient des questions à la télévision, un migrant, on dirait qu'il est venu d'une autre planète. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est venu d'une autre planète avec des questions, mais incroyables, d'une bassesse incroyable. Évidemment, à éviter ce genre de choses, je suis sûre que ça ne peut pas vous arriver. Cet homme était exceptionnel dans ses questions. Mais voilà, alors ce que je disais, les questions liées au récit.
Restons sur le récit, restons sur l'histoire. Voilà. Encore une autre question. Des conseils pour une bonne enquête sur la migration irrégulière? Non, cette question a déjà été répondue. Oui, Elle a déjà été répondue. oui. Madame Ayel, vous avez dit plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter? Alors, j'ai vraiment envie de répondre à plus de questions. D'abord, je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations. Je vais vous proposer quelque chose d'intéressant. C'est de pouvoir évidemment me contacter à chaque fois que vous avez quelque chose à faire. Voilà, j'ai créé des groupes sur Facebook, j'ai créé pas mal de choses, mais ça n'avait jamais abouti. Il y avait toujours des journalistes, enfin, c'est très difficile de les mener, de les tirer vers ce genre de thématiques. Il faut savoir, et je vous encourage tous, à essayer vraiment de croire en ça. C'est très valorisant pour un journaliste de travailler sur ce genre de thématiques. Pourquoi? Parce qu'on élève le niveau d'un cran. Quand on travaille sur, et je ne dénigre aucun format, mais quand on travaille sur un article et qu'on passe à l'investigation, le reportage, et on introduit tout ça sous des formats aussi des nouvelles technologies, c'est hyper valorisant pour le journaliste parce que nous n'avons pas accès à beaucoup de formations, malheureusement. Nous n'avons pas accès à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et sur les autres médias étrangers, des bourses, des gens qui vont venir. Est-ce que tu veux faire une formation, s'il te plaît? Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Ou des gens, il ne faut pas essayer d'attendre des gens qui vont venir vous donner de l'argent, vous dire travaillez sur ce sujet. Non, essayez de voir ce que certaines personnes ont fait en Amérique latine, en Asie. Essayez de voir les autres médias, même dans les différentes langues, en Inde, qui travaillent sur les réfugiés migrants. Moi, je travaille sur les deux thématiques. Pourquoi? Parce que c'est des deux thématiques liées. Donc, essayez de voir tout ce qui a été fait pour vous inspirer et pour avoir aussi une force de proposition à votre rédacteur en chef, au directeur de publication, au rédacteur web. Créer du contenu sur Internet, sur vos réseaux sociaux. Quand la question vous intéresse, faites-le. N'essayez pas, vous ne serez pas payé par votre rédaction, vous ne serez pas payé par les migrants et vous ne serez pas payé par les ONG. Voilà. Si vous vous engagez, c'est pour vous-même, c'est pour votre propre valeur, c'est pour augmenter vos chances d'obtenir l'excellence journalistique africaine. On doit le faire, c'est pour nous, c'est notre héritage de toute façon, le journalisme africain. On a parlé longuement des migrants, mais on n'a pas dit d'où est-ce qu'ils viennent. D'où viennent les migrants, Madame Ayel? Alors, d'abord, les migrants, par rapport à l'Afrique, ils viennent de plusieurs pays où ces pays connaissent donc des difficultés économiques, des conflits internes. Certains conflits armés ne sont pas reconnus comme étant une guerre. Donc, ils ne sont pas réfugiés, ils n'obtiennent pas le statut de réfugié. C'est ça le problème. Donc, ils passent automatiquement à la section migrants. Alors, ils viennent donc de plusieurs pays d'Afrique, on le sait, les conflits, mais il faut savoir aussi que parfois, ils viennent de la revente de personnes, donc le trafic humain, il faut le reconnaître. Ils passent des années, et j'ai rencontré dans le désert algérien, avec les frontières maliennes, j'avais rencontré des gens qui, depuis peut-être les années 90, ils ne savent pas où il est vraiment, il sait qu'il est dans le désert, on le déplace d'un camp à un camp, mais on n'en parle pas, on ne sait pas d'où il vient. Et un jour, on l'abandonne ou autre. Il peut y arriver autre chose plus grave, mais généralement, quand on rencontre ces personnes qui n'ont pas d'histoire finalement, et plusieurs ONG ou associations ou staff médical essayent de reconstruire, de donner un nom, de donner une situation humaine à cette personne, généralement, ils sont vraiment pris en charge. Donc là, on est sur une autre catégorie, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas ignorer les migrants. Tous les migrants sont au même point. Voilà. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est pas d'où ils viennent, mais ils vont aller vers où et c'est quoi leur avenir. C'est pour ça que je veux finir sur ça. La cohésion sociale, l'intégration, détruire donc tous les clichés sur le racisme. Parce que même entre nous, on est assez raciste. Donc, il faut absolument essayer de toujours tirer la sonnette d'alarme. C'était un webinaire tellement intéressant, très instructif, riche. Merci sincèrement, Madame Ayed, pour avoir partagé cette précieuse recommandation, ces bonnes ressources avec les confrères. Il y a eu énormément de questions d'intérêt des journalistes, que ce soit
sur la page Facebook, dans les commentaires ou dans la boîte de discussion sur Zoom, ce qui montre qu'il y a un vrai intérêt, il y a un besoin en fait de formation des journalistes sur les questions liées à la migration. Merci d'avoir d'être rendu disponible, de vous être rendu disponible pour partager ces connaissances avec les journalistes, votre expérience en la matière. J'espère qu'on vous aura encore pour nos prochains événements. Ce sera toujours un plaisir. Merci également à tous les participants, les participantes qui ont participé, à toutes les questions que vous avez posées. N'hésitez pas à continuer à les poser, que ce soit dans notre groupe privé sur WhatsApp ou dans le groupe privé sur Facebook. Madame Ayed, elle est disponible, vous pouvez la contacter. N'hésitez pas aussi à inviter vos amis, vos collègues à rejoindre le forum sur Facebook afin que nous puissions tous ensemble collaborer et partager des connaissances et discuter en fait de notre métier, de notre profession, le journalisme. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi prochain pour un nouveau rendez-vous, pour un nouveau événement, pour un autre webinaire, mais ce sera un café virtuel. Depuis janvier, nous n'avions pas organisé de café virtuel, donc vous êtes invités pour qu'on puisse discuter du métier en fait du journalisme. Est-ce que c'est encore vraiment rentable? C'est le sujet, c'est le thème qui s'annonce déjà inspirant. Merci encore une fois, Madame Mayed, très sincèrement. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci.